Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Sylvain Briol, membre Epsilon depuis quand même quelques années aussi. Dans ma première vie de consultant en ressources humaines et plus précisément spécialisé en évaluation des compétences. Donc j'ai une première casquette qui est plutôt RH, évaluation des compétences. J'ai une casquette de formateur depuis 2013. Je suis moi-même formateur à l'IFA PME et puis en freelance, à la fois sur des aspects plutôt techniques de présentation, etc. et puis sur des aspects plus gestion d'entreprise. Et en 2018, je me suis passionné pour le secteur de la sécurité. Donc, j'ai commencé à me former dans tout ce qui était gestion de l'entreprise de gardiennage, conception de systèmes d'alarme, gestion de crise, etc. Et je voulais vraiment m'orienter vers ce secteur-là. Et en communiquant un peu sur ces envies-là sur LinkedIn, j'ai eu la chance d'être interpellé par Laurent, qui est un gars que je connais depuis le début de l'université en fait, et qui m'a dit bah tiens, on recherche un profil un peu comme toi chez Prélude. Et j'ai rejoint Prélude, qui est une PME en région liégeoise, dont on a fêté les 10 ans d'existence hier. Donc c'est vraiment super chouette, qui a été créé par 3 entrepreneurs en 2011. Qui est basé à Liège, qui a récemment ouvert des succursales, une au Luxembourg et une à Versailles, en région parisienne, et qui compte aujourd'hui 25 préludiens et préludiennes environ, qui sont répartis dans toute la Wallonie, qui sont répartis à Bruxelles et du coup en région parisienne. Prélude, pour le moment, est dans une stratégie de croissance, donc on a une assez belle croissance qui fait qu'on est sélectionné comme beaucoup, parce que je vois sur LinkedIn, j'ai eu l'impression que pendant 1 ou 2 semaines, il n'y a eu que des posts qui parlaient des fameuses gazelles. Donc voilà, c'est pas qu'on est, on est vraiment différent, mais c'est juste pour dire on grandit bien. On est très content de nos résultats actuellement, à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de collaborateurs, puisque vraiment ces 3-4 dernières années, on a recruté beaucoup et on grandit à la fois en termes de taille, mais aussi au niveau international. Et donc, que fait Prélude? Tu l'as introduit tout à l'heure, Véronique. Prélude s'occupe de faire communiquer différentes technologies ensemble et d'intégrer ces technologies dans les bâtiments. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on va essayer de rendre des bâtiments plus intelligents, plus confortables, plus performants et plus sûrs, en faisant communiquer ces technologies. Donc, on a 7 pôles d'intervention. Franchement, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le but de la présentation, mais c'est pour que vous compreniez un peu dans quel environnement on doit penser la formation ici. On va automatiser des bâtiments. Donc, vous pouvez entendre simplement le mot domotique, qui était d'ailleurs notre ancien nom, Casa Domotique. C'est de là qu'on vient, mais on s'est repositionné aujourd'hui. Donc, on va automatiser les bâtiments. On va les rendre plus sûrs avec de l'alarme, des caméras d'anti-intrusion, du contrôle d'accès, ce genre de choses. On va aider les clients à gérer leurs énergies avec ce qu'on appelle le HVAC, donc Heat, Ventilation, Air Conditioning, et optimiser leur énergie. On aide nos clients à l'élaboration de réseaux informatiques et d'outils de télécommunication. On va créer des environnements multimédia de haute qualité avec des écrans interconnectés, de la sono, etc., du multi-room et de la visioconférence. Mauvais exemple, je suis de chez moi sur mon ordi, j'ai pas la chance d'avoir le super room d'Olivier, mais dommage, ça aurait été bien confort. Et puis évidemment, on a un service de maintenance pour tout ça, et on a un pôle académie, puisqu'on est nous-mêmes centre de formation reconnu pour les protocoles KNX, qui sont des protocoles qui permettent justement de rendre interopérables les différentes technologies des bâtiments. Donc voilà un peu notre carte d'identité à ce niveau-là, et tout ça se cristallise dans notre mission, qui est de libérer les potentiels. Les potentiels de qui, de quoi? Des bâtiments, évidemment, je viens d'en parler, mais aussi de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, libérer le potentiel de l'entreprise? Ça veut dire qu'on défend l'idée qu'une croissance est possible, une croissance saine est possible, au travers d'une organisation différente.
Et qu'est-ce qu'on entend par organisation différente? C'est une organisation ici horizontale et démocratique. Donc on applique, et je suis sûr que vous êtes assez familiarisé avec ces concepts-là, on applique pas mal de concepts de l'entreprise libérée, des new organizations, etc. Donc vraiment entreprise horizontale et démocratique. Et libérer les potentiels de nos travailleurs. Donc, dans ce type d'entreprise-là, les travailleurs, ils ont vraiment pour nous une place hyper centrale et on va au-delà du bien-être au travail et je pense que ça rejoint vraiment ce dont parlait Olivier plus tôt. On essaye de co-construire une organisation avec les travailleurs pour qu'ils puissent se l'approprier, pour que tous les préludiens soient acteurs, voire propriétaires. Hein, on essaye qui prennent des parts dans l'entreprise. Et donc pour ça, pour donner du sens à ça et pour qu'ils puissent être acteurs de l'entreprise, on les pousse à être libres de leurs actions, évidemment, flexibles dans leur travail, qui prennent part à toutes les décisions, qu'elles soient stratégiques et opérationnelles, qui prennent part à toutes les décisions, on s'entend, c'est organisé, tout le monde n'a pas son mot à dire sur tout, mais tout le monde peut avoir son mot à dire sur tout. Donc on est organisé pour que ça matche, pas pour que ce soit le boxon. Et donc voilà, toutes ces valeurs-là se cristallisent aussi dans le fait qu'on a signé la charte employeur pionnier qui a été lancée l'année dernière par Jobat, par l'université, par la STIP, je pense aussi, qui a vraiment comme objectif de montrer que bah, tiens, on s'inscrit dans une autre manière de flexibiliser le travail, de le rendre plus écologique, de donner du sens, de donner de la liberté aux travailleurs. Quand j'ai vu que cette charte existait, on n'a pas hésité une seconde à s'inscrire dans le mouvement de cette charte-là, parce que ça correspond, je crois, assez bien à notre manière de travailler. Voilà un peu pour ce qu'on fait et dans quelle mission on s'inscrit. Et du coup, voilà, j'y suis. Ça crée, pour que ça fonctionne, en tout cas, notre croyance profonde, c'est que pour que ça fonctionne, ça doit s'inscrire dans un cadre qui est un cadre valoriel. Alors, je sais que les valeurs, c'est un peu cliché en entreprise. On les voit souvent quand vous avez, puisqu'on parle de PME, quand vous avez une PME qui se crée, on lui demande souvent de se positionner sur sa vision, ses missions, ses valeurs. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que j'oublie mes valeurs. Et finalement, c'est presque théorique quand on crée une boîte. En tout cas dans la manière dont c'est accompagné, je trouve, pour le moment. Quand vous êtes à l'inverse dans des grosses entreprises, je vois souvent des mouvements de « Ah ouais, faut donner un peu de sens au travail à nos collaborateurs. Tiens, c'est quoi nos valeurs ?» Et on va les mettre sur des grandes affiches et on va les mettre partout. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'autres changements dans les process et dans l'organisation qui se perd. Et du coup, ça perd un peu de sa nature profonde. Alors que ce que je ressens, ce que je vis, et ce que je vis depuis pas très longtemps, hein, je vais vous en parler dans une minute, mais moi j'ai rejoint Prélude en octobre seulement, c'est que vraiment les valeurs sont vécues de manière très très forte chez Prélude. Elles sont à la base du projet Prélude, elles étaient là au moment de la création de Prélude. Les entrepreneurs se sont dit ok, dans quoi on veut bosser, on a tous les deux d'autres métiers qui nous payent bien, on a envie de lancer ce projet, faut qu'on kiffe quoi. Et pour le kiffer, il faut qu'on le vive au travers de ces valeurs-là. Et donc, elles vont être centrales à la philosophie générale et ça va se refléter dans tous les process, dans les choix business aussi qui vont être faits et dans les interactions en tout le monde. Donc, elles ne sont pas que affichées, bien sûr, elles le sont affichées sur les murs de la boîte, mais elles sont rappelées de manière générale et elles peuvent être non seulement utilisées dans le cadre de processus de décision, mais elles peuvent être aussi, même a posteriori, opposées à des décisions qui ont été prises en disant, ben là, tu vas à l'encontre de ma liberté, par exemple. Ça a été une des questions, on a parlé des heures supplémentaires très récemment, et on s'est dit, mais si on commence à compter les heures, et on oblige à récupérer des heures, par exemple, obliger à récupérer des heures, c'est aller à l'encontre de la liberté de quelqu'un de dire ah c'est bon comme ça. Et obliger à pas les récupérer ou à pas toutes les récupérer, c'est aussi aller à l'encontre. Et donc on a travaillé sur des processus qui étaient finalement très responsabilisants, de dire tiens, quand tu penses que tu fais des heures supplémentaires et que tu dois les récupérer, dis-nous le nombre d'heures que tu dois récupérer et puis on va les faire récupérer. Enfin, en fait, c'est du bon sens quand on se fait confiance, quoi.
Donc, ces valeurs, c'est à la fois nos guides et c'est nos garde-fous, et on en a formalisé 5, qui sont la liberté, je viens de vous en parler, la liberté d'agir, de faire des choix, de s'organiser comme on l'entend. Donc c'est une valeur qui est à la fois vécue en interne pour les préludiens et les préludiennes, mais aussi auprès de nos clients, puisque ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent profiter librement de leur bâtiment et qu'ils puissent se passer de nous quand ils estiment qu'ils n'ont plus besoin de nous. Donc nous, on essaie de vraiment pas enfermer dans la technologie les personnes, on utilise un maximum de technologies open source ou interopérables. La deuxième valeur, c'est la coopération. Donc ça, c'est une philosophie de travail permanente. Je vais y revenir beaucoup dans les 5 slides après qui parlent plus de formation, donc je ne vais pas m'attarder maintenant. Et pour le business, ce sont des protocoles ouverts qui communiquent entre eux. Donc ça résonne aussi chez nous par rapport à nos choix technologiques, ce concept de coopération. Alors, il y a une valeur forte qui est l'agilité. On veut vraiment être catalyseur de changement dans nos process à tout moment, de pouvoir réadapter notre process facilement, ne pas hésiter à détricoter tout ce qu'on vient de tricoter, même si on a mis du temps à tricoter des processus, des décisions, des manières de faire. Mais aussi pour les clients. On veut aider nos clients à changer et on veut pouvoir changer très vite par rapport aux demandes clients qui peuvent être changeantes, notamment dans un chantier, et on doit pouvoir réagir très très vite. La diversité, quatrième de nos valeurs, qui pour nous ne veut pas dire accepter la différence, mais bien favoriser la différence. Finalement, la seule chose qui doit nous unir dans l'absolu, c'est un socle de valeurs communes. Après, on cherche des mindsets, des backgrounds, des formations, des parcours atypiques, une autre manière de penser. Tout à l'heure, Olivier parlait de processus de recrutement en disant, tiens, il n'y a pas que la formation pour gérer les compétences. Moi, je suis beaucoup impliqué dans les processus de recrutement. On est super content, là, on va avoir un stagiaire qui va venir s'occuper de comptabilité. À la fin de l'entretien, on s'est dit, mais c'est génial, en fait, ils pensent pas du tout comme nous, et ça va amener un autre truc, ça va faire changer plein de... Finalement, on a peur, avec le socle de valeurs communes, de s'adresser toujours aux mêmes typologies de personnes, et du coup, on se challenge pour aussi aller chercher des typologies de personnes différentes. Donc voilà, la diversité, au niveau du business, ça se ressent aussi par rapport, vous voyez, on a 7 pôles d'intervention, donc on essaye aussi de faire des choses qui sont différentes, puis qui sont complémentaires. Et par rapport aux diversités de personnes, ça résonne aussi chez nous très très fort de manière, ça donne beaucoup de sens. Je vous donne un exemple, dans tout ce qui est sécurité, on accompagne beaucoup de hommes et de personnes âgées à avoir des signaux d'alarme au cas où il y a des chutes, au cas où elles ont besoin d'appeler à l'aide, etc. Et en fait, on s'en rendait pas compte, mais dans nos dernières discussions sur tiens, quelles sont vos envies qu'on posait cette question aux différents experts techniques, on se rend compte qu'en fait, ils sont hyper drivés par ça, par l'envie de faire du bien aux personnes âgées, etc. Et donc, on se dit, en fait, c'est un pôle qui parle tellement en interne, il faut qu'on remette de la com là-dessus, il faut qu'on développe ce service-là parce que ça parle en interne. Voilà, et dernière valeur, c'est l'intégrité, qui est liée, je crois, très très fort à la transparence, à la fois en interne sur les informations et puis en externe sur ce qu'on communique de nous et comment on communique de nous en disant ce qu'on fait. En fait, je voudrais le traduire en disant, tiens, finalement, chez Prélude, le but, c'est qu'on dise ce qu'on pense et qu'on fait ce qu'on dit. C'est assez bateau, mais quand c'est vécu à 100%, je crois que c'est très très fort. Voilà, un peu pour nos valeurs. Donc, vous allez voir que ça va teinter évidemment tout le reste, puisque c'est là au quotidien. Et d'ailleurs, ça fait une transition géniale vers notre première caractéristique. Quand je dis on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on dit, chez Prélude, c'est celui qui sait qui fait. Et donc voilà, moi j'ai rejoint Prélude en octobre. Et donc je vais faire un peu mentir les statistiques ou les trends générales dont parlait Olivier. On est 25 personnes et pourtant on m'a engagé pour faire du soft RH. Sylvain, tu viens pour nous accompagner dans le recrutement, dans les parcours de formation, dans la gestion des compétences. Le but, c'est pas que tu fasses du payroll, le but, c'est pas que tu fasses du contrat, c'est vraiment que tu viennes
gérer ces notions-là. 25 personnes, c'est tôt pour engager quelqu'un qui est spécialisé en soft RH. C'est clairement pas, je rejoins tout à fait Olivier, c'est clairement pas ce qu'on voit habituellement. Et pourtant, ça vient de la conviction profonde de la boîte que, en fait, notre business, c'est nos compétences, c'est notre expertise. Et si on veut continuer à croître, on peut pas le faire n'importe comment. On doit accompagner à la fois les pôles commerciaux et les pôles on dit pas pôle support ici, on dit service commun chez Prélude, mais aussi les techniciens, quoi. On est dans un monde on est dans un business en fait qui est technique et dans un business qui est technologique et donc ça évolue super vite. On a besoin de structurer les compétences et de les accompagner. Donc ça montre que clairement il y a cette conscience de l'importance de la compétence chez Prélude. Ouais. Et en fait, oui, voilà. Là où je rejoins Olivier, c'est que, comme il dit, je crois que beaucoup de petites entreprises sont focus sur la vente parce qu'il faut générer du résultat. Et puis du coup, laisse la stratégie de gestion des compétences un peu dernière. Et parfois même, et c'est une des choses qu'on m'a dit dans mon entretien d'embauche, c'est, bah, tu vois, par exemple, on a eu un problème. C'est qu'on s'est dit qu'on allait bosser avec tel langage de programmation et telle technologie parce que c'était le mieux, c'était le plus interopérable, c'est ce qu'on voyait de manière le plus internationale, etc. Résultat, on a eu un client qui a voulu installer une autre technologie dont on ne voulait pas du tout s'occuper, sauf qu'il y avait tellement de bises à faire qu'on l'a fait. Résultat, tout le monde s'est programmé avec tel langage et on n'a pas du tout encore formé au langage qu'on voulait former. Et donc, on a perdu de vue notre vraie vision long terme et notre stratégie de développement pour répondre à un besoin client. Et donc, le but, c'est justement de prendre conscience de ça et d'aller à l'encontre de ça. Je fais le lien avec notre valeur aussi d'intégrité, puisque puisqu'on vend notre expertise, on veut sortir aussi de ce qu'on... Quand je décrivais que j'étais consultant à des amis, ils me disaient « Ah ouais, t'es le mec qui va dire aux gens ce qu'ils savent déjà et qui va leur faire payer très cher pour leur dire ce qu'ils savent déjà en fait. Et ma conviction, c'est que en fait, quand on est expert, on peut amener d'autres notions. Et donc, on veut vraiment sortir un peu du bullshit en disant, on va vous vendre tout, vous voulez quoi? Ok, on sait pas le faire, mais on vous le vend et puis on va apprendre en 2 minutes à comment le faire et vous l'implémentez un peu bof. Chez Prélude, vraiment, la base, c'est la compétence. Et si parce qu'on est expert, on voit qu'à un moment, il n'y a pas encore vraiment de demande, mais on pourrait se former dans quelque chose, et puis derrière, au niveau du commercial, aller dire, au fait, votre besoin, on peut y répondre autrement que ce que vous pensiez, avec une autre expertise dans laquelle on s'est formé préalablement, on va faire cet investissement, même s'il pourrait être perçu comme un investissement à risque. Donc, l'intégrité, c'est de pousser ce qu'on sait faire et pas pousser ce qu'on ne sait pas faire. Je crois vraiment ici que c'est important de dire on veut être capable de bien faire ce qu'on fait. Par ailleurs, là c'est une intégrité, mais c'est plus légal. Toute une série de nos activités sont contraintes par le fait de suivre des formations et c'est obligatoire, c'est légal. Je pense à la conception de systèmes d'alarme, à l'installation de systèmes d'alarme. Dans l'incendie, il y a des certifications, BOSEC, etc. En fait, pour toute une partie de nos activités, on n'a pas le choix. Et puis, pour une partie de nos activités, on veut faire au mieux. Et donc, dans la boîte, c'est celui qui sait qui fait, et donc c'est celui qui est formé, qui a la compétence, qui fait. En termes de stratégie de formation, chez Prélude, il n'y a pas de prestataire officiel, on n'a pas une liste de prestataires, on n'a pas d'a priori sur qui on va consommer. On consomme évidemment beaucoup de formations techniques chez nos fournisseurs, puisqu'ils nous apprennent à utiliser leur matériel, mais on n'a pas de liste préfaite. On n'a pas de budget de formation individuelle non plus. D'ailleurs, on n'a pas de budget de formation globale. Donc, chez Prélude, en fait, si vous venez avec une idée, a priori, on la discute, et si c'est une bonne idée, a priori, on dit oui. En fait, c'est le principe de liberté. Chacun peut faire ce qu'il estime bon. Et donc, en fait, si moi demain,
d'ailleurs, j'ai fait en sorte que Prélude rejoigne Epsilon. Et j'ai dit, il me semble que c'est une bonne idée que Prélude rejoigne Epsilon. Parce que moi, je suis le seul RH de la bande. J'ai pas de collaborateurs avec qui je peux discuter de notions purement L&D. Je trouverais intéressant de pouvoir élargir mon réseau. Et donc, est-ce qu'on est d'accord de payer la cotisation, etc. C'est pareil pour la formation. Toute personne qui a une idée et qui veut faire quelque chose peut le faire. Sa seule obligation, c'est une obligation de consultation. Elle doit consulter toutes les personnes sur qui sa décision va avoir un impact. Par exemple, un technicien qui veut se former à une technologie ou à un langage ou à autre chose doit prévenir le planificateur des chantiers qu'il a l'intention de faire une formation, que c'est une formation de 5 jours, etc. On doit aussi consulter toutes les personnes qui ont une expertise sur le sujet. Donc, il est vraisemblable que moi, en tant que responsable Learning and Development, je vais être consulté par rapport au choix du prestataire de formation et par rapport à la typologie de formation et aux compétences visées. Et puis, on doit aussi consulter les personnes qui peuvent amener un regard global par rapport à la gestion de l'entreprise, et donc ici, le responsable financier. C'est sûr que si c'est une formation de 5 jours à Charleroi ou une formation de 5 jours à New York, c'est pas le même investissement pour la boîte. Or, il y en a, je vois dans nos listes de tâches, tiens, on irait bien faire cette formation-là à Londres, cette formation-là, je dis, ok, ça a l'air cool, mais bon, est-ce que c'est vraiment... Donc, il y a une discussion. La personne qui prend la décision, c'est le préludien ou la préludienne, in fine, de toute façon. Donc, elle sera toujours libre de prendre cette décision, même si, a priori, on lui a dit, plutôt pas une bonne idée. Mais si elle est vraiment convaincue que c'est une bonne idée, d'apprendre l'italien, pour revenir sur ce que disait Olivier, in fine, elle pourra apprendre l'italien. Mais elle va devoir assumer cette décision-là. Typiquement, l'exemple auquel je pensais, on pourrait avoir un commercial qui est en fait un peu stressé, qui veut se former à la méditation parce qu'il estime que ça va l'aider à gérer son stress, à être dans l'écoute active du client, dans l'empathie, dans l'instant présent. Peu importe, il va justifier son choix et on va donner notre avis. Et puis, à la fin, il fera ce qu'il veut de notre avis par rapport à l'inscription ou non à cette formation. Je pense aussi que ça va permettre de travailler sur la valeur diversité, parce que ce que je crois, c'est que tout le monde n'a pas la même façon d'apprendre et n'a pas les mêmes besoins d'accompagnement. Et donc, on peut avoir deux personnes qui ont le même rôle et qui ont en fait pas les mêmes problèmes, pas les mêmes envies, pas les mêmes manières d'apprendre. Il y en a qui ont peut-être envie d'apprendre par l'impro, il y en a qui détestent se mettre en jeu et qui veulent suivre un e-learning parce qu'ils peuvent le faire quand ils veulent, parce que voilà. C'est aussi respecter les besoins de chacun et les différences de chacun. Voilà. Donc, évidemment, on a des garde-fous en termes de budget dans nos process. Si demain, quelqu'un veut aller à Londres 5 jours, tout frais payé, il y a une vraie discussion de budget et il y a un go, no go par un comité finance à un moment qui peut être donné. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de budget. Alors, hop. Quel chemin d'apprentissage? La liberté n'empêche pas un cadre et des contraintes. Donc moi, c'est mon tout gros projet du moment, c'est de formaliser l'existant pour pouvoir prévoir le futur. Et donc pour le moment, on est en train de formaliser l'existant sur 3 grands axes. C'est quels sont les rôles de chacun. Donc les rôles de chacun, c'est pas une job description, c'est quelqu'un peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut être détenu par plusieurs personnes. Et donc, il existe des rôles de services communs, admin, ressources humaines, finances, des rôles commerciaux et des rôles d'experts techniques globalement, et de gestion de chantier, et des rôles plus techniques. Et donc, le but, c'est de se dire, tiens, à l'heure actuelle, qui incarne tel rôle? Et puis, une fois qu'on aura vraiment bien défini les rôles, donc, je le redis, le but, c'est pas d'hyper-intellectualiser théoriquement comment l'entreprise pourrait être organisée, c'est de regarder actuellement qui occupe tel rôle. Donc on essaie de voir l'existant. De ces rôles, on va définir les badges. Alors les badges, c'est des macro-compétences qui sont nécessaires à la réalisation de ces rôles. En fait, vous pouvez le voir comme une écharpe de scout sur laquelle il y a les pins. Pour être un bon chef scout, on doit savoir faire les nœuds, boum, un badge, faire du feu, boum, un badge, faire des lits avec des trucs des gens,
allez, enfin, des restes de pneus de bagnole ou de vélo, voilà. Donc, cuisiner, etc. Donc, le but, c'est vraiment identifier des rôles, identifier quelles sont les macro-compétences sous forme de badge que les gens doivent avoir pour pouvoir réaliser correctement un rôle. Et puis, troisième axe plus spécifique à nos experts techniques, c'est dans quelle spécialisation ils veulent s'inscrire. Parce que par rapport à tout ce qu'on fait dans nos différents pôles, il y a différentes spécialisations qui peuvent être KNX, incendie, intrusion, HVAC, etc. Généraliste, le généraliste est une spécialisation chez nous, un peu comme en médecine finalement, le médecin généraliste, c'est une spécialisation. Et donc, les gens vont choisir dans quelle spécialisation ils veulent travailler. Ces spécialisations vont leur amener toute une série de rôles prédéfinis qui sont toujours discutables, mais a priori, ça va permettre d'aider à identifier un certain nombre de rôles qu'ils vont occuper, ad minima, et donc de compétences qu'ils vont devoir avoir ad minima. Maintenant, ils vont pouvoir occuper d'autres rôles. Par exemple, on a un expert technique qui bosse sur chantier, et pourtant, c'est lui qui a le rôle du fleet management, parce qu'il adore les bagnoles, qu'il adore gérer les projets liés aux bagnoles, et donc tout le fleet management passe par lui. Donc, voilà. Il prend ce rôle, et prendre le rôle de quelque chose, être responsable, chez nous, c'est porter le tracas. C'est les gens qui sont en tête des tâches et qui vérifient que les tâches suivent bien, etc. Ils portent le tracas, que tout se passe bien par rapport à ces rôles-là. Alors, ça a l'air hyper cadenassé, du coup, de définir des rôles, de définir des badges, de définir des spécialités. Et on peut se dire, Briol, tu viens de nous parler d'agilité. Comment est-ce que ça peut être cohérent de définir tout ça avec de l'agilité? Mais je crois que c'est pour ça que je parle de chemin d'apprentissage et pas de parcours d'apprentissage, parce que ça résonne moins tracé un chemin qu'un parcours. Parce qu'un parcours, c'est A, B, C, D, qu'on trace avec un gros feutre rouge. Le but de scinder des petits rôles, de scinder des petits badges, et permet, je crois, de pouvoir en rediscuter tout le temps. Et donc, le but, c'est pas de définir et de graver dans le marbre des rôles, des badges et des spécialisations, c'est de pouvoir se rendre compte de ce que ça représente réellement et de pouvoir adapter cette représentation en fonction de l'évolution technique, de l'évolution dans l'entreprise, de l'évolution des envies. Et donc, à l'inverse, je crois que ça peut nous aider à être très, très agile, d'organiser la mobilité chez Prélude de manière très efficace en disant, bah tiens, actuellement, tu es intégrateur, je sais pas moi, et tu t'occupes de tout ce qui est alarme, etc. Et bien, en fait, quand tu t'occupes d'alarme, tu as forcément un badge IP, parce qu'il y a beaucoup d'alarmes et vidéosurveillance qui vont utiliser des technologies qui passent par l'IP. Ben, tu as peut-être déjà des badges qui sont cool pour aller installer des réseaux, etc. Et donc, en fait, si on va regarder les macro-compétences nécessaires pour travailler dans une spécialisation intrusion, anti-intrusion et vidéosurveillance, on va avoir des macro-compétences qui sont nécessaires aussi pour l'installation de réseaux, etc. On pourra dire, bah, tiens, finalement, il te manque que le badge, je sais pas moi, KNX serveur pour pouvoir installer des réseaux. Enfin, voilà. Et donc, ça va nous donner une image assez intéressante et assez agile finalement tiens, tu peux faire autre chose si tu le veux, si tu es drivé vers autre chose. Donc, je crois vraiment que c'est intéressant en termes de gestion de la mobilité. Et puis, cerise sur le gâteau, rien n'empêche un préludien ou une préludienne qui a décidé de une ou plusieurs spécialités, je pense qu'on s'est dit qu'on partirait jusque 3 spécialités pour le moment, de participer à d'autres formations. Donc, Olivier parlait tout à l'heure de certains travailleurs qui, en fait, la formation, j'ai autre chose à faire, laissez-moi aller sur chantier. Chez nous, on a le symptôme inverse. On dit, il va falloir vous spécialiser et tout. Ouais, mais moi, j'ai envie de me former à plein de trucs. Ok, on comprend, c'est super cool, mais on t'en empêche pas. Mais par contre, dans un premier temps, ça serait bien de faire un focus sur le business quand même, etc. Et donc, par contre, on pourrait vivre un cas, et ça nous est arrivé, où on a, je sais pas moi, 2 spécialistes en HVAC, et en fait, on a une formation technique donnée par un fournisseur HVAC, et nos spécialistes techniques peuvent pas y aller, parce qu'ils sont sur chantier, et que le chantier doit
il doit sortir, il doit être délivré, il doit être clôturé. Ben, pas de souci, on regarde avec les macro-compétences un ou une autre préludien, préludienne qui peut y aller pour comprendre, et cette personne va aller à la formation. Quand on va à une formation, on a une obligation de formaliser tout ce qu'on y apprend, on a toute une manière de formaliser, de prendre des notes, etc. Et puis derrière, cette personne va pouvoir aller sur un chantier HVAC avec un spécialiste HVAC et pouvoir discuter avec le spécialiste sur chantier de ce qui a été appris, ce qui va permettre d'assurer une super coopération, évidemment, et puis d'assurer un meilleur transfert de ce qui a été vu en formation que de simplement ramener les notes sur notre outil en ligne et d'avoir des notes et quelqu'un qui n'a pas participé, quoi. Personne qui n'a pas participé aura du mal à apprendre ça. Donc, ça fait encore une chouette transition, je crois, vers cet autre élément clé chez nous, qui est d'apprendre en apprenant. Donc, je viens de parler de deux pratiques, hein, de notre knowledge management et de co-développement, qui est de tout documenter, de classer et d'échanger en permanence et de nous épauler en permanence. On a des réunions, des coups de téléphone. Dès qu'il y a un souci, on sait qui appeler. On a des lieux de forum sur nos outils en ligne pour discuter de technologie, etc. Mais apprendre en apprenant, donc apprendre en formant, c'est aussi quelque chose qui est très très fort chez Prélude. Et donc, d'abord, avant de creuser ça, je vous ai parlé de beaucoup d'arbres décisionnels, de chemins de formation. On a aussi un tronc commun de formation chez Prélude, et ce tronc commun, il n'est pas technique en fait, il est comment rendre les gens en fait citoyens de l'entreprise Prélude. Et donc on va avoir des formations de comptabilité pour que tout le monde puisse comprendre les chiffres Prélude, comprendre la finance, comprendre les états financiers de nos concurrents, de nos fournisseurs, etc. Donc il y a une formation de comptabilité, il y a une formation, Olivier parlait de formation digitale, donc nous on forme aussi au digital et à l'utilisation de nos outils digitaux pour qu'ils soient le mieux gérés possible. Notre outil de base au cœur de nos actions, c'est Asana. C'est une petite gestion de tâches, mais qu'on utilise aussi pour de la gestion d'informations chez Prélude, un gros concurrent de Trello. On a comme gros projet de former au premier secours tout le monde, pour que si jamais il y a un problème en termes safety et une blessure, tout le monde puisse réagir. On veut aider les gens à donner du feedback de manière non violente, du feedback positif et négatif, les aider à communiquer, etc. On a plein de projets assez sympas, voilà, pour le moment. Et donc, en termes de formation, apprendre en apprenant, je crois que c'est quelque chose qui est lié, je vous l'ai dit, par rapport à notre business, on est dans la technologie, donc soit on apprend, soit on meurt, parce que ça change tout le temps. C'est aussi, je crois, lié un peu à l'identité des fondateurs de la boîte. On a un radiologue, on a un ingénieur, puis ils ont tous les deux fait un master en cours du soir à HEC, et puis ils s'intéressent à toutes les technologies et trucs. Moi, je suis arrivé dans la boîte, voilà, j'ai un profil HEC, plutôt RH, mais je me suis formé techniquement à des aspects sécurité, etc. Et c'est quelque chose qu'on met assez en avant, les multicasquettes, les multiformations. La curiosité, elle est super appréciée et recherchée déjà au moment de l'entretien d'embauche. Et alors, en interne, on organise beaucoup de formations internes. Et donc, c'est celui qui sait qui fait, et donc c'est celui qui sait qui va apprendre aux autres à faire quelque chose, à utiliser quelque chose. Donc, on a des tout petits modules. On avait je ne sais plus comment on appelait ça, moi, les Smart Mondays, avec des petits modules de formation, une demi-heure. Tiens, une astuce, je vous partage cette astuce, etc. Mais on a aussi des plus grosses formations qui sont dispensées en interne par rapport à toute une série de compétences et de macro-compétences. Et comme je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formateurs dans les participants, je crois que si vous êtes comme moi, je vais parler de moi, vous vous reconnaîtrez ou pas dedans, mais moi, j'ai donné tellement de formations dans lesquelles je ne maîtrisais pas la moitié de ce que je devais donner, que j'ai été obligé d'apprendre, évidemment, pour former les autres ce que je donnais. Et donc, on est vraiment convaincu que former, ça oblige le formateur à bien maîtriser tout ce qu'il doit donner, à le structurer,
à le maîtriser à tel point qu'il peut l'expliquer de manière pédagogique. Hein. Ce qu'on dit aussi tout le temps, c'est que pour apprendre ça, en fait, il faut maîtriser ça, parce qu'on va avoir des questions. Dès qu'on maîtrise pas, en fait, les questions, elles tombent dessus. Elles tombent sur ce qu'on maîtrise moins parce qu'on l'a moins bien expliqué, etc. Donc finalement, au pire, on se casse les dents, c'est pas grave, c'est en interne, mais ça nous oblige à aller chercher les réponses et à les donner aux gens qui nous ont posé les questions. Et la fois prochaine, on saura. Donc, transformer nos préludiens en formateurs, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment clé, je pense, pour l'apprentissage chez nous aussi. Et puis, on a de la formation externe. Je vous l'ai dit, on a un centre de formation officiel au KNX. Et donc, on a nos préludiens qui suivent des formations KNX, y compris les gens des services communs, y compris les commerciaux. On veut que tout le monde ait une base de code KNX. Donc moi, je ne l'ai pas encore suivi, mais ça ne saurait tarder. Et puis, quand on suit des formations KNX, on a des certifications. Hein, on a Basic, Advanced, Tuteur, tuteur de tuteur. Aujourd'hui, je pense qu'on est, de mémoire, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais en Wallonie, plus d'un tiers des certifiés KNX sont chez Prélude. Donc, on est vraiment... on peut le voir quand on regarde le nombre de certifiés et puis où ils bossent, qu'en fait, chez Prélude, on a vraiment mis l'accent fortement là-dessus. Et le dernier élément dont je voulais vous parler, je sais pas où j'en suis, 36 minutes, ouais, j'ai dépassé un tout petit peu, c'est de transformer Prélude en véritable pépinière. C'est-à-dire que nous, on accueille un très grand nombre de stagiaires. Et donc, le fait d'accueillir des stagiaires, non seulement ça va nous permettre de partager notre expertise avec des gens, ça reste une valeur importante, ça reste dans notre culture, et donc ça va jouer aussi sur le business, à être perçu comme un acteur de référence, mais c'est aussi un avantage business, puisque je vous l'ai dit, on est convaincu qu'en apprenant à des stagiaires, on va apprendre nous-mêmes, mais en plus, on va former des gens à la manière dont on bosse, à nos compétences, tout en leur faisant vivre une expérience qui est chouette, hein, parce que franchement, quand vous allez chez Prélude, on a parfois l'impression d'être dans des assos étudiantes, quoi. C'est super cool. Il y a une super bonne dynamique, une super bonne ambiance, il y a de la musique, on boit un coup après le boulot. La moyenne d'âge est assez jeune, en fait. Un de nos aînés, je pense qu'il a 45 ans, c'est un des grands aînés. Moi, je suis dans les plus vieux, en fait. Et j'en ai 32, donc voilà. Et donc, on va former des jeunes à ce qu'on fait, à le faire bien, tout en leur faisant vivre l'expérience Prélude, qui est cette expérience de liberté, de coopération, de transparence, d'implication dans les choix de l'entreprise. Et donc, derrière, on a des gens qui sortent des études, qui ont déjà les compétences qu'on recherche. Or, elles sont rares parce que en Wallonie, il y a 3 écoles dans lesquelles on va engager. Donc, et la dernière année, une de ces écoles-là, ils étaient 8 en automation. Donc, il n'y a pas des masses de gens qui sortent sur le marché du travail. Donc, pour une boîte en croissance comme la nôtre, c'est hyper intéressant de prendre des stagiaires. Et donc là, le 1er février, les stages commencent. Et on a 8 stagiaires qui arrivent, 2 qui sont déjà en alternance chez nous. Sur les 8, il y a 6 techniques et 2 non techniques. Donc, autant vous dire que la semaine prochaine, ou dans 7 jours, le personnel de Prélude va augmenter de 33% pour 5 mois. Donc, c'est quand même assez gros. C'est une gestion qui est importante pour nous, mais c'est une gestion des compétences qui nous semble vraiment clé. D'apprendre par la formation à nos stagiaires, d'apprendre par le mentorat de nos stagiaires, aussi aux préludiens actuels. Et puis, former nos futurs préludiens, parce que tous les ans, on recrute des gens qui viennent des personnes en stage chez nous. Voilà un peu pour plein d'idées sur comment on fonctionne chez Prélude. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des échanges. On va en discuter maintenant, mais je peux aussi y répondre plus tard par email ou autre. Vous avez toutes mes coordonnées, ils seront dans la présentation. Voilà.